Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir donc dans ce nouveau numéro des mercredis de non, de la chronique des barbaries, pardon. Un petit peu. Alors, ce soir, qu'avons-nous au programme? Eh bien, ce soir, au programme, nous avons Émergence, le manifeste qu'il faut lire absolument. Nous avons également un regard sur la semaine, un ensemble de regards sur la semaine. Et puis, le sujet principal de ce soir, le danger monarchiste. Nous verrons en quoi c'est un danger auquel il faut prêter attention, même si ce n'est pas forcément le plus immédiat. Et finalement, nous terminerons, comme à l'accoutumée, par un hommage à des victimes des barbaries. Ce soir. Alors, mais avant cela, nous allons commencer, bonsoir, nous allons commencer par méditer une maxime, une pensée de Gaston Courtois, en préambule à notre chronique d'aujourd'hui. Le chef doit mériter la réputation de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et le veut jusqu'au bout. Ce qui ne l'empêche pas, en même temps, d'être capable d'écouter un avis justifié de ses subordonnés et de corriger les erreurs de ses décisions ou de ses directives. Détermination dans la mission à accomplir, souplesse et écoute dans la réalisation de cette mission dans la trajectoire. Eh bien, je vous invite à regarder l'émission que j'avais tournée que vous retrouvez sur impcr.org, Ma boussole. Je n'avais pas lu encore cette maxime à l'époque, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a un certain nombre de choses qui rentrent en résonance avec cette maxime. Donc, je vous invite à aller revoir Ma boussole ou la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est sur le site dans la première partie défilante. Alors, premier point, bon, émergence, évidemment. Nous le répéterons inlassablement, c'est le manifeste fondateur. Il faut absolument l'avoir lu, l'avoir intégré. C'est très simple à lire, mais c'est vraiment la base de toute la stratégie d'une perspective de la 6e République pour réorienter la démocratie, qui est le moyen justement d'échapper à la barbarie et d'ouvrir un avenir bonifié. Donc c'est vraiment très important, fondamental de lire il est disponible évidemment sur le site, donc vous pouvez le lire sur le site, ainsi que, je dirais, son petit frère, un premier volet qui lui est pas du tout. Alors, autant Émergence est facile à lire et vraiment tout public, Émergence idéologique, il est déjà un peu plus complexe. Il suppose que les personnes qui lisent ce manifeste ont déjà un plus de bagage philosophique. Mais ça peut être lu, n'hésitez pas à le lire quand même. Je pense que c'est globalement compréhensible par beaucoup de gens. 3 € évidemment, puisque c'est, alors pour les versions physiques, je dirais, que l'on peut recevoir chez soi, que l'on peut commander pour le diffuser autour de soi, donc via cette adresse mail, contact@1p6r.org. Mais l'idée, c'est bien entendu d'en commander un certain nombre d'exemplaires pour pouvoir le diffuser autour de chez vous, dans les lieux
d'échange autour dans votre cercle familial ou d'amis ou de relations, mais également dans des lieux d'échange de livres, dans les boîtes à livres notamment, autour de chez vous, eh bien, d'essayer de le diffuser justement pour qu'il y ait une diffusion virale. Hein. L'idée d'un P6R, nous n'avons pas des moyens comme l'oligarchie ou des moyens comme des partis installés. Nous ne toucherons aucune subvention, nous sommes une candidature du peuple. À partir de là, c'est seulement la participation populaire qui permettra eh bien, de diffuser et de faire que cette initiative fonctionnera, parce que c'est la seule salutaire, malheureusement, c'est ainsi. Donc, il faut s'investir, et nous devons passer vraiment un cap sur le premier semestre, mais nous y reviendrons. Donc c'est pour ça que je vous engage à commander vraiment la version papier. Donc soit le mieux c'est en écrivant effectivement et en joignant un règlement. Les tarifs sont à l'adresse internet sur cette page-là. Vous avez des versions électroniques également qui sont disponibles là. Vous pouvez déjà les lire d'ores et déjà. C'est plus sympathique quand même d'avoir les livrets. Hein, vous voyez, hein, ce sont des livrets en fait. Hein, c'est pas des gros livrets hein, à chaque fois hein, pour les deux. Et donc, je vous engage vraiment à les lire et surtout à les diffuser autour de vous. C'est le vecteur qui permet aussi de sortir un petit peu du monde des réseaux sociaux et du monde de l'Internet. Alors, premier regard sur la semaine. Pas beaucoup d'innovation, hein. Pas beaucoup d'innovation, malheureusement. Bon, voilà, donc les courbes pour la France, donc en orange, le nombre de cas de Covid, et en blanc, le nombre de décès en France du Covid. Bon, on voit bien que la deuxième vague, là, on était à 35 000. À la première vague, la deuxième vague de décès, elle est sur le même profil. Ce qu'on peut dire, donc il y a quand même un léger ralentissement du nombre de décès, mais on était un peu plus de 3000 la semaine dernière. Là, on est quand même toujours pas très loin de 3000, à 2813 morts sur les 7 derniers jours, ce qui porte le total à 57 044 décès en France. C'est considérable quand même, hein, avec toutes les précautions qui ont été prises, les confinements, etc. Donc je vous laisse imaginer si on n'avait rien fait. Alors, là-haut, en haut, vous avez ici également un lien vers un article sur les séquelles, parce qu'en fait, on parle des décès, mais il y a aussi des séquelles à plus ou moins long terme, enfin, plus long terme, on ne sait pas encore, hein, mais enfin, qui pourraient être à long terme, justement, de gens qui ont du mal à s'en remettre, hein, et qui ont des séquelles. Moi, j'ai une nièce qui est dans ce cas-là, pourtant qui est pas vieille, hein, mais comme j'en ai déjà parlé, mais elle n'arrive pas à remonter la pente. Hein. Or que sa mère, elle était déjà un petit peu fragilisée, mais or que sa mère qui l'a attrapée aussi. Bon, elle s'en est bien sortie, autour de moi jusqu'ici. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est on parle beaucoup des vaccins en ce moment, mais moi, il y a une chose qui me choque dans toute cette histoire de vaccins. Bon, outre le fait que les vaccins, enfin au moins les vaccins occidentaux, sont ARN, donc ce sont des vaccins tout nouveaux, hein, d'un nouveau type, donc sur lequel on n'a pas de recul. Donc bon, prudence, je dirais quand même. Hein. Mais où est l'Europe ? C'est-à-dire qu'on nous vend une construction européenne depuis des années. Et là, on a des vaccins aux États-Unis, il y en a je ne sais pas combien. Il y en a en Russie, il y en a en Chine. Il n'y a aucun laboratoire européen qui a été capable de sortir un vaccin de même nature. Oui, enfin, c'est quoi cette Europe ? C'est une Europe
néolibéral, dans son dogme néolibéral, mais en termes d'efficacité, enfin, même du point de vue capitaliste, je dirais, enfin, il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de projet. C'est laissons le marché faire ce qu'il faut, mais on voit que ça ne marche pas, puisque les autres pays, ils arrivent à le faire, et pas nous. Et je dirais le plus symptomatique, quand même, de l'échec du néolibéralisme, c'est quand on voit la Chine, quand même, où c'est le pays d'où est partie l'épidémie, hein, en tout cas c'est ce qui est officiellement dit. Ils ont quasiment éradiqué, ils vont avoir une croissance cette année, je ne sais pas, économique de quelques pourcents, je crois. Alors que nous, on est dans une situation et on ne voit pas le bout du tunnel du tout. Hein. Enfin, le bout du tunnel, il est pas du tout en vue. Hein. Enfin, moi, je crains qu'on en ait pour un moment, puisque c'est un élément important de la barbarie, tant au niveau atteinte physique qu'au niveau atteinte aux libertés et atteinte à l'âme, je dirais. Hein. Donc, surtout au travers des libertés, des restrictions de liberté et de l'encadrement, y compris sur la liberté d'expression. Donc on est vraiment... ils sont inadaptés à gérer ce genre de crise, c'est ce qu'on voit. Et un autre endroit aussi qui est quand même intéressant et qui montre bien que c'est lié au modèle néolibéral de circulation des marchandises et des hommes partout, tout le temps, en permanence, le plus vite possible. Il faut que tout le capital tourne le plus vite possible, les marchandises tournent le plus vite possible, et puis les hommes tournent le plus vite possible. L'Afrique également. L'Afrique est très peu touchée, pourtant on ne peut pas dire que c'est l'endroit où il y a des systèmes de santé les plus élaborés. Pourquoi ? Aussi, également, c'est la même raison. C'est-à-dire que l'Afrique, globalement, est moins impliquée, moins imbriquée dans ce modèle néolibéral des marchandises et des hommes qui circulent partout et tout le temps. Et donc, fatalement, ça limite la propagation de l'épidémie. Oui, c'est vraiment lié à ce modèle économique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien prendre en considération quand on analyse, enfin moi je l'ai dit dès le mois de, je sais plus, hein, c'était au mois d'avril certainement, que de quoi le Covid-19 est-il révélateur. Je vous renvoie c'était le mercredi de l'espoir qui avait été consacré à ce sujet à l'époque. Il n'y avait pas de chronique des barbaries à ce moment-là. Je vous invite à y retourner parce que l'analyse de fond, elle est très importante là-dessus, parce qu'elle montre bien qu'ils sont plus capables de gérer le système dans lequel nous nous trouvons et qu'ils ont créé. C'est pour ça qu'un retour, alors un retour, j'aime pas le terme de retour, mais remettre en premier lieu les nations, justement en créant des blocs interdépendants, mais pas trop complètement imbriqués comme c'est aujourd'hui, eh bien c'est un modèle qui est plus résistant, qui est plus solide qu'un modèle tout ouvert tout le temps, et le plus vite possible. Deuxième sujet, toujours quand même en perspective de ce Covid, c'est la sécurité sociale qui est en danger. Donc la sécurité sociale, c'est l'assurance retraite, l'assurance maladie et les allocations familiales. C'est quand même les trois branches, là ils viennent d'en créer une quatrième, je crois. La sécurité sociale est en danger, en danger de mort. Hein, c'est quand même ça qu'on a, parce que là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? On est en train d'endetter, là, la dette de la sécurité sociale atteint 136 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça commence à devenir vraiment considérable. Mais pourquoi ? Ça a valu d'ailleurs une alerte de la Cour des comptes en disant « Attention, vous faites quoi là ? Vous êtes en train de mettre complètement à découvert la sécurité sociale. » Pourquoi ? Parce que, alors déjà, il y aurait des difficultés en raison de la récession. Parce qu'il y a une masse salariale en baisse, forcément il y a des licenciements et tout ça. Des boîtes qui ferment, des indépendants qui n'ont plus de revenus. Donc il y a une baisse de la masse salariale, donc une baisse des cotisations, fatalement. Qui plus est, il y a des suspensions de cotisations, mais ils ne sont pas compensés par l'État. C'est-à-dire l'État, de toute, ce qui n'a rien à voir, d'ailleurs normalement ça appartient aux organismes sociaux. D'ailleurs, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous préconisons pour la 6e République, que tous les organismes sociaux reviennent dans le giron des partenaires sociaux, et que ça n'a rien à voir avec l'État. L'État n'a rien à voir là-dedans. Or, ils prennent des décisions,
Ah bon, on suspend toutes les cotisations. Mais eux, ils n'ont pas suspendu leurs impôts. Hein. Vous continuez de payer vos impôts, c'est inchangé. La TVA, c'est inchangé. Donc, on supprime toutes les ressources des organismes sociaux. On augmente les dépenses forcément de l'autre côté parce qu'il y a la maladie. Mais ça, c'est fait exprès. Ça, c'est vraiment... Là, s'il y a un complot, et là, c'est un vrai complot. Et ça, c'est public, c'est faisable. S'il y a un complot à dénoncer, c'est vraiment celui-là. Ça, c'est vraiment à se battre là-dessus et à mettre vraiment la pointe sur ce truc-là. Ça, c'est très important, parce que ça, c'est du réel, hein. C'est officiel, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Là, il y a un vrai complot du gouvernement pour détruire la sécurité sociale, et pour faire quoi? Pour aller sur les marchés privés, puisque là, ils sont obligés d'aller emprunter, la sécurité sociale est obligée d'aller emprunter sur les marchés financiers, à New York, à Wall Street. Et en fait, ce qu'on vise, c'est la faillite, et on va vous faire passer ça, on va sauver la sécurité sociale, dans 2 ans, vous allez voir, et on va dire, ah oui, mais c'est aussi pour vendre les assurances privées. La fameuse ANI qui a été mise en place sous le gouvernement de François Hollande, c'était fait pour ça, c'était pour préparer, et c'était obligatoire partout. Ils disent, on va simplifier, etc. L'ANI, c'était obligatoire, y compris dans les petites entreprises. C'est-à-dire que c'est vraiment un plan qu'ils ont mis en place depuis des années, et ils profitent de cette épidémie pour justement détruire la sécurité sociale. Mais détruire la sécurité sociale, ça veut dire détruire les retraites aussi. Hein. Sécurité sociale, hein. Assurance retraite, assurance maladie, allocation familiale. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça, c'est très, 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 très grave. Donc là, j'ai mis 2 références là-haut, là, je vous invite à aller les consulter également. Il est vraiment temps de se bouger. Dans 6 mois, si on n'arrive pas à construire une alternative pour basculer et pour changer de façon réaliste tout ça, on va plonger dans la barbarie. La barbarie, c'est si vous n'avez plus d'assurance retraite, ou vous n'aurez plus qu'un minimum retraite, ou des choses comme ça. Vous aurez cotisé toute votre vie pour rien. C'est ça qu'on est en train de dire là. C'est ça que ça veut dire. Il est vraiment temps de se bouger. Il est vraiment temps de... Alors, pas de se révolter, parce que ça sert à rien, et ils ont trouvé la méthode, hein, vous pouvez vous révolter. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on fasse la masse. Il faut une masse de Français, il faut que la masse de Français... Et après, ça se fera par les élections, ça se fera de toutes les façons. À partir du moment où on a réussi à rassembler les Français dans un objectif précis, et l'objectif qui peut rassembler les Français, il n'y en a pas 50. Il n'y a que la Constitution qui le permet. C'est urgent, c'est urgentissime, et il faut arrêter avec ces vieilles lunes, alors on parle d'extrême droite, après il y en a d'autres, ils vont parler de Frexit, etc. Non, le seul truc qui peut rassembler les Français, c'est la Constitution. Et puis c'est ce qui permet aussi de changer le système, parce que là, ce système-là, on voit bien qu'il est en bout de course, et qu'il est mortifère, il est délétère. Donc, il faut changer la Constitution. Ce n'est pas un petit changement de politique, ce n'est pas 3-4 réformes. Même si on sortait de l'Union européenne, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Hein. Croyez-moi, ça, c'est pas forcément lié à l'Union européenne, ce dont on est en train de parler là. C'est bien du gouvernement français dont on parle. Il faut qu'on ait les mécanismes dans la République qui nous empêchent que l'État puisse faire ça. J'ai expliqué dans un mercredi de l'espoir l'autre jour ce qu'aurait changé dans la gestion du Covid-19, ce qu'aurait changé le fait d'avoir la 6ème République. On ne se retrouverait pas dans cette situation aujourd'hui. Bon, voilà, bon, je suis un peu à cran là sur ça, mais c'est très important. Il est temps de se réveiller. Après, c'est la barbarie assurée, inévitable, inévitable. Alors, un autre sujet, le niveau d'éducation qui est en chute libre. La France, voilà, elle est dernière, alors que c'était un pays où les niveaux de mathématiques étaient un des meilleurs, on était parmi les grands pays en termes de mathématiques. Voilà où est arrivée la France au niveau CM1. Ça, c'est vraiment une barbarie. C'est l'éducation. Regardez où est la France. Ça, c'est les pays de l'OCDE. Donc, il y a les pays européens, mais il y a des pays aussi comme la Corée du Sud, etc. La moyenne, là, c'est 500, vous voyez. On est là. La France, elle est là. Vous voyez, là où je mets ma souris. On est bien en dessous. On a décroché. La France a décroché. Là, donc là, c'est une barbarie, quoi. C'est-à-dire, là, on est juste devant le Chili.
Le Chili, où il a eu des gros problèmes sociaux aussi, hein. Mais eux, ils sont peut-être en train d'essayer de résoudre, puisque justement, au Chili, il y a eu un référendum sur la Constitution qui a été adopté à 78% pour qu'on aille vers une nouvelle Constitution. Donc ils ont une perspective qui s'ouvre quand même devant eux. Peut-être pas aussi importante que celle qu'on appelle de nos voeux, mais au moins, alors que nous, on est toujours dans la même situation. Au contraire, on va continuer dans la décadence. Il faut vraiment se réveiller, mais il faut vraiment ruer dans les brancards, là. Il faut ruer dans les brancards, il faut absolument qu'on sorte, qu'on rassemble les Français et qu'on sorte de cette situation qui est une spirale, mais là, qui est en train de s'accélérer. Hein. C'est une barbarie. Là, on est vraiment des décrocheurs. Et il y a une autre barbarie, j'en fais une petite parenthèse, c'est Corée du Sud et Japon. Vous voyez là, eux, ils ont décroché, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire ils sont super éduqués. Mais là, c'est aussi une barbarie, parce que en fait, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'ici, les gens qui sont là, ils sont absolument, je ne veux pas dire torturés, mais ça revient à ça, c'est-à-dire ils sont torturés, les gamins, en CM1 quand même, hein, c'est les gamins de 9 ans, 9-10 ans, pour être super bons, de tout connaître, etc. Vous vous rendez compte? Ça aussi, c'est une barbarie. Mais bon, ça ne nous concerne pas, c'est la Corée du Sud et le Japon. Mais bon, je tiens à le noter aussi quand même. Pourtant, alors on va dire, ah oui, il faut mettre des moyens. Pipeau, mais c'est du pipeau. Là, j'ai mis justement à côté les ressources, les pays qui dépensent le plus pour l'éducation. Bien, on voit que la France, elle est loin d'être derrière. Hein. Allez regarder là, elle est là en 6e position pour les dépenses. C'est 3,7 pour le primaire, là, c'est le cas qui nous concerne ici. Pour le primaire, on est à 3,7% du PIB. Hein. Donc, et en plus, là, là c'est 3,6. Ah oui, et même c'est même supérieur, vous voyez, parce que là, en fait, sur le primaire, là, c'est 3,6 aux États-Unis et au Canada. En fait, si on prenait que le primaire, on serait même en 4e position des dépenses. Le 4e pays qui dépense le plus en termes de fraction du PIB. Vous vous rendez compte? Et on se retrouve, bah, évidemment, les dépenses, si on prend la Russie ou je sais pas, même l'Italie, etc. Enfin, on est où? Donc, c'est pas un problème de moyens. C'est vraiment un problème d'éducation et de comment est-ce qu'on met en place et qu'on met en œuvre l'éducation nationale. Il est temps aussi de remettre ça d'équerre. Enfin, il y a plein. Si la France se réveille pas, on va, mais c'est une chute terrible. On s'en relèvera pas, hein. Je vous le dis très, très clairement. Il faut vraiment se bouger vite, très vite. On a 6 mois. Si dans les 6 mois qui viennent, et c'est ce dont je vais parler maintenant, il y a une vidéo qui a été tournée à ce sujet, nous avons 6 mois. 6 mois pour que l'initiative Une Perspective, la 6ème République, qui est la seule à la hauteur, je ne dis pas parce que je suis dedans, etc., c'est la seule qui permettra, et je l'explique d'ailleurs dans cette vidéo, qui peut permettre de s'en sortir. Tous les autres chemins mènent à la barbarie, ou ne mèneront à rien. Parce que là, on peut rassembler tous les Français. Je rappelle, au Chili, par exemple, c'était 78% sur le sujet de la Constitution, sur une nouvelle Constitution. 78% des Chiliens. On peut rassembler. Pourquoi on ne pourrait pas rassembler les Français de la même façon? On peut le faire. Donc, voilà un projet rassembleur. Mais si on prend toutes les autres voies, et c'est ce qui est expliqué dans cette vidéo, mènent à la barbarie. Différentes variantes, mais c'est toujours une barbarie. Nous avons 6 mois. Dans 6 mois, si un P6R ne s'est pas développé, c'est déjà bien développé. Hein. On est au-delà de ce qui était prévu initialement. Hein. On s'est développé plus vite que ce qui avait été prévu. Donc c'est bien. Mais il faut passer un cran maintenant. Maintenant, il faut... voilà, on a fait la première partie de la courbe. Maintenant, il faut accélérer. Et c'est vraiment ça au quoi il faut aboutir maintenant. Sinon, on basculera vers la barbarie de façon inéluctable. Et ça sera beaucoup plus difficile d'en sortir, voire impossible. Donc voilà, inscrivez-vous sur le site P6R, et puis après, bah, y a plein d'actions qui sont prévues, qui sont dedans, qui sont déjà exposées sur le site, hein, de toute façon. Il y a plein de chantiers à mener, il y a plein de travail à faire. On peut y arriver, on va y arriver. Mais ça dépend des Français.
Ça dépend de personne d'autre. Alors, le sujet d'aujourd'hui, sujet moins urgent, on va baisser un peu la pression. C'est un sujet effectivement un peu moins urgent, mais méfiance. Alors, la première chose, effectivement, c'est nous en sommes là. C'est-à-dire, franchement, j'aurais jamais cru, il y a 20 ans, et encore plus dans ma jeunesse, pouvoir dire le danger monarchiste, tellement la monarchie, ça semblait quelque chose de complètement farfelu, quoi. Enfin, les monarchies, ça semblait être des gens complètement farfelus. Maintenant, il y a un danger monarchiste aujourd'hui, nous allons l'expliquer en quoi, et en quoi il est tout à fait sérieux. Il n'est pas immédiat, peut-être pas immédiat, quoique, mais en toile de fond, il peut être, on ne sait pas ce qui peut arriver, parce que dans cette chute, peut-être il peut se passer des événements pas du tout sympathiques qui pourraient restaurer ce genre de tyrannie. Donc franchement, nous en sommes là. On en est déjà à se poser cette question. Ne serait-ce que se poser cette question, ça illustre bien qu'on va vers la barbarie. C'est-à-dire cette question qu'on ne pouvait pas se poser il y a quelques années, de dire on va mettre en place un monarque. Un monarque, c'est un dictateur à vie dont le pouvoir se transmet de façon héréditaire. Si vous voyez, quoi, c'est ça la monarchie, c'est rien d'autre. Hein. C'est des gens qui sont des nobles, donc une aristocratie, qui sont des hommes supérieurs aux autres hommes, simplement parce qu'ils sont nés, ils sont fils de Pierre, Paul ou Jacques. C'est l'inégalité faite constitution, c'est ça la monarchie, c'est rien d'autre. Alors, on a notre clown en chef, là, Rémi Daillé-Widmann, notamment, qui a fait ses vidéos, j'en ai parlé l'autre jour dans des mercredis de l'espoir, la France revient, coup d'État, etc. Donc on s'est un petit peu renseigné, justement, sur qui était, et qui est-ce qui était derrière ce Rémi Daillé-Widmann. Est-ce que c'était là? On a quand même mené un petit peu notre enquête, et on a découvert justement quelque chose, parce qu'il ne met pas en avant que c'est un mouvement royaliste en définitive. En fait, ce qui est derrière, c'est les réseaux royalistes, justement, et les réseaux catholiques intégristes. Si vous allez sur le site, bon là j'ai mis une vidéo, mais il y a le lien du site sur le slide précédent. Il y a, vous allez trouver ça. Et là, du coup, là, là c'est beaucoup plus clair que c'est royaliste, hein, puisqu'on a des fleurs de lys qui apparaissent sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Ils n'ont pas encore viré le bleu-blanc-rouge, mais hein, il y a déjà un bon blason qui ne cache pas son jeu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce réseau-là, il y a un certain nombre de personnes qui sont haut placées. Ce ne sont pas des gens de base, il y a des gens, des généraux, etc., dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Il y a des gens dans la fonction publique, il y a des gens haut placés dans cette mouvance. Donc ça, c'est quand même pas négligeable, parce que c'est des gens qui ont quand même un certain pouvoir, fatalement, quoi, de par leur fonction. Et puis, on a aussi un sondage, hein, donc il y a un certain nombre de liens que je mettrai sur le site en accompagnement de cette vidéo, où, bon, il y a 20% des Français qui ne seraient pas opposés à un monarque. Bon. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y en a quand même 80% qui sont, du coup, plutôt opposés. Bon, donc ça, c'est plutôt intéressant, ou qui n'envisagent pas le truc. Bon. 20%, c'est pas 3% quand même non plus. Hein. Mais continuons. Quelles sont les caractéristiques également? En fait, ça s'appuie essentiellement sur une méconnaissance de l'histoire de France, hein, voire un traficotage de l'histoire de France qui donne une vision idyllique du monarque, qui est un être éclairé, etc. Or qu'en fait, les monarchies, c'est, comme je dis, c'est un pouvoir héréditaire, avec d'un côté les aristocrates, qui ne payent pas d'impôts, qui ont tous les droits et qui héritent simplement de leur fonction parce qu'ils sont fils ou filles d'eux. Et puis de l'autre côté, il y a les peuples, les esclaves, les gens qu'on va tailler et qui vont être taillables ou corvéables plus ou moins à merci. Bon,
pas tous, hein, parce qu'il y avait à l'époque, en France au moins, il y avait des gens qui étaient des compagnons, etc. hein. Mais il y avait aussi des serfs, il y avait aussi des esclaves, hein, appelons un chat un chat. Hein. Et puis il y a eu des esclaves, quand je parle d'esclaves, il y avait des esclaves, les serfs, hein, en France il y avait des serfs, puis des esclaves, la traite des esclaves, etc. Hein. Je rappelle quand même, c'est la République qui a aboli l'esclavage. Ne l'oublions pas quand même. La monarchie, c'est le retour de l'esclavage. Ça va avec. Vous allez au Maroc, par exemple, c'est une monarchie. Il y a encore des esclaves au Maroc. Hein. J'avais regardé justement des choses comme ça. Il y a pas mal d'endroits où il y a des esclaves. Hein. Aujourd'hui, hein, dans le monde. Donc, mais bon, voilà, c'est les caractéristiques. Rémi Daillé, là, en question, il ne vit pas en France. Donc il appelle au coup d'État, mais il n'est pas ici. Mais donc ce qu'on a réussi un petit peu à tirer comme info, c'est qu'il souhaite un retour vers le sacré, donc, et un certain obscurantisme religieux, puisque notamment il est créationniste. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à la théorie. Alors moi, j'aime pas dire la théorie, parce que c'est pas une théorie, c'est avéré, c'est une réalité. Il ne croit pas à l'évolution des espèces découverte par Darwin et d'autres autour de Darwin avant lui. Et évidemment, contre la laïcité. Et là, nous arrivons au point crucial et au point nodal, justement, du danger monarchiste. Parce qu'ils sont contre la laïcité. Tous ces courants. Mais, si on regarde un peu, bon, on a vu 20% qui ne seraient pas forcément opposés, bon, c'est largement minoritaire quand même. Mais, bon, les spécialistes, je dirais, des mouvements monarchistes, ils disent que ce sont des mouvements qui sont extrêmement minoritaires sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan des militants. Et voilà, voilà, je cite deux personnes qui connaissent bien ce milieu. C'est quelques milliers de personnes, tout au plus, qui sont vraiment militants de cette cause-là. Du coup, on pourrait se poser la question, pourquoi parler de danger? Eh bien, nous allons y venir. Parce qu'on a quand même parlé tout à l'heure que c'était des gens qui étaient certes peu nombreux, mais souvent avec des positions importantes dans la société. Le danger, il vient d'une chose. Ils ont besoin d'une masse plus importante. Eh bien, le danger, il vient d'une possibilité de convergence du combat anti-laïcité entre ces radicaux catholiques et musulmans. Et là, on voit que le danger, il change tout de suite de nature. Puisque là, dans ce cas, vous avez une masse de base, et puis des gens bien installés, et avec des réseaux dans l'appareil et dans la société française. Là, on voit tout de suite que le danger, il n'est plus du tout de même nature. On voit très bien que ce combat, s'il est mené, il peut être, et il y a des éléments de langage comme ça, hein, c'est rassembler des humiliés, des offensés. Les catholiques, avec la loi de 1905, ont été offensés, humiliés par cette loi sur la laïcité. Voilà les discours qui sont tenus pour essayer de faire une union justement des religieux intégristes contre les laïcs, qui soient d'ailleurs des gens qui sont dans une religion ou pas dans une religion. Hein. Il y a des athées, des agnostiques, ou des catholiques, ou des musulmans d'ailleurs, de toutes les religions qui sont laïques. C'est même le principe de la laïcité. C'est un combat qui prend doucement son essor. Il y a un combat qui est mené. Et il y a des organisations derrière ça. Et on vient de voir justement le personnage dont je parlais. Mais il y a aussi, et je dirais surtout, les frères musulmans, qui là sont une organisation internationale, et qui sont avec des influenceurs, et qui tiennent ce genre de langage donc, sur les réseaux sociaux, afin d'essayer de retourner les catholiques, parce qu'ils savent que même s'ils sont peu nombreux, ceux qui sont dans ce cas-là, ils ont des positions, ils peuvent avoir des leviers très intéressants, très importants. Et ça donne une légitimité, si vous voulez. S'il y a convergence entre ces deux courants, oui, là, il y a un vrai danger.
surtout dans une période trouble dans laquelle nous rentrons de façon inévitable. Leur but, c'est de renverser le consensus national qui existait avant justement l'arrivée en masse de musulmans en France sur la laïcité. Il n'y avait plus de problème. Enfin, il y a eu un petit peu les problèmes sur les écoles, mais c'était justement limité à l'école. Il n'y avait plus de contestation de la laïcité en France. Renverser ce consensus national, c'est l'objectif. Déjà, c'est le point d'accord de base, c'est la laïcité. C'est leur point focal sur lequel ils veulent se battre. Donc, tous les trucs de Burkini, de tous les trucs à l'école, etc., évidemment, ça en participe. Et puis toutes les interdictions également, dans l'école publique, par exemple l'assassinat de Samuel Paty, même si ça ne fait pas partie des frères musulmans, ça participe de la même idéologie. Les moyens diffèrent, mais l'idéologie ne diffère pas. Donc, du coup, s'il y a une promotion de la monarchie, je vous rappelle que les frères musulmans, ils sont soutenus par des monarchies du Golfe, hein, pas toutes, mais il y a une partie des monarchies du Golfe qui les soutiennent. Et puis, je dirais, l'islam est complètement plus que compatible avec la monarchie, puisque il y a le roi du Maroc, il y a plein de rois, hein, Jordanie, etc., les monarchies du Golfe, enfin, c'est une religion qui s'est créée dans un environnement monarchique. Donc, il y a tout à fait compatibilité. Hein. Donc, il y a une possibilité de convergence politique. Donc là, de basculer sur le terrain politique, justement, dépasser la laïcité, c'est le premier point focal, mais on peut basculer vers une alliance entre ces deux courants, et là, ça deviendrait beaucoup plus dangereux, voire redoutable. On peut imaginer ce que ça peut donner en cas de guerre civile ou de choses comme ça. Comme quoi, la cinquième colonne, elle ne se tient pas forcément où on croit. Le danger est donc là. C'est là qu'il y a le danger dont je parlais tout à l'heure et qui pouvait sembler un peu ésotérique. Mais là, je pense que vous voyez qu'il peut prendre corps, surtout, je dis bien, dans une période troublée dans laquelle nous risquons de rentrer prochainement. Et la République française, évidemment. République française, j'insiste sur ce mot, hein, la France, la République française, parce que c'est quand même ça qui a mis en place la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, etc., est en première ligne. Parce qu'on subit des attaques de la Turquie. Il faut savoir que Erdogan, c'est de notoriété publique que c'est un membre des frères musulmans. Hein. C'est-à-dire qu'on a une organisation comme ça qui est au pouvoir en Turquie. Hein, c'est ça. Et qui mène des guerres. Un peu, là, il essaye en Syrie, en Libye, là, très récemment, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On voit bien la montée en puissance de cette... ils ont le vent en poupe. Et puis les attaques donc, de la Turquie, de Erdogan, mais également de nombreux autres pays islamisés qui ont critiqué la France explicitement. Je pense que c'est le Pakistan notamment, hein, donc des ministres d'État. La France, sur ce terrain-là, est en première ligne. Et on remarque, soutien extrêmement fiable de l'Allemagne, quand même, on reparlait encore d'Europe, mais là, l'Europe, le couple franco-allemand, il est où là? Face à la Turquie, justement. Et aux insultes de la Turquie et aux agressions, on peut pas penser de Chypre ou de la Grèce, etc. Qui sont les alliés historiques de la France. Quoi. Enfin, c'est comme d'habitude, je dirais, hein, c'est toujours les alliés historiques de la France qui se prennent des pâtés. En Yougoslavie, c'est les Serbes qui sont les alliés historiques de la France qui ont été bombardés et zigouillés dans la guerre de Yougoslavie. Après, ça a été la Grèce qui a été taillée en pièces au point de vue économique par toutes ces... lors de la crise de 2008, après qu'on lui ait prêté beaucoup d'argent, quand il savait très bien qu'il ne serait pas en mesure de rembourser. Fin de la parenthèse. Et puis, un autre point important, l'Union européenne n'est pas laïque. Le drapeau européen en lui-même fait une référence au christianisme, hein, il faut bien savoir. Et même au niveau des États, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État dans plein de pays, en commençant par l'Allemagne.
Donc il ne faut pas croire que le UE va nous soutenir là-dessus. La France est en première ligne. Voire, et ça va encore plus loin, les condamnations, je dis bien les condamnations, de la France par les organes de l'oligarchie néolibérale, les organes de presse. Le New York Times en tête. À tel point, et c'est le slide suivant. Alors aussi, non, avant le slide suivant sur lequel on va avoir un exemple de ce que je viens de dire, il y a aussi des attaques plus... alors je ne sais pas si elles sont plus subtiles, mais je dis bien les gens qui mettent en avant cette histoire de première démocratie et tout ça. C'est aussi une attaque contre la République qui peut être récupérée. Je dis à ces gens, faites attention. Vous croyez que vous voulez défendre la première démocratie? Moi, ce que je vois, c'est que vous attaquez la République. Si on veut revenir, revenez aux définitions qui ont été données mercredi dernier sur ce que c'est que la République, ce que c'est que la démocratie, etc. C'est pas la même chose, évidemment. Mais le moyen de la démocratie, ça s'appelle obligatoirement une République. Ça ne peut pas être autre chose. Donc arrêtez de dire, de baver sur la République. La République, c'est le moyen de la démocratie. Le meilleur, enfin c'est même le seul moyen de la démocratie. Donc première démocratie, c'est blablabla, c'est aussi un moyen de détruire la République et la démocratie. Notamment par cette histoire de tirage au sort et d'autres billevesées de même nature. Donc attention à ça aussi, c'est aussi un moyen pour l'oligarchie d'affaiblir, parce que la démocratie, ça les ennuie, comme j'ai pu le montrer, puisque l'oligarchie n'a plus une base nationale, elle est multinationale, elle est transnationale. Ça l'encombre, la démocratie, ça l'embête pour se déployer. Ils sont obligés de tergiverser et de négocier avec différents États. C'est un problème pour eux. Mais revenons maintenant sur ces organes de l'oligarchie mondialisée néolibérale, dont le New York Times est la tête de pont, sur justement les déclarations de Nicole Belloubet, vous vous rappelez, il y a quelques temps de ça, ministre de la Justice quand même, et de quelques autres, montrent aussi qu'il y a cette idéologie dans le néolibéralisme qu'il faut se débarrasser de la laïcité, qu'il faut se débarrasser justement de ces principes républicains. Jusqu'au cœur de l'État français. Donc c'est bien un ver qui est dans l'oligarchie et qui est porté par l'oligarchie. Et ça a été à tel point que Macron a été obligé de faire un genre de mise au point. Mais c'est pareil. C'est ce que j'appelle la schizophrénie macronienne. C'est-à-dire, d'un côté, il va dire, c'est l'agent de l'oligarchie, et donc il la met en place, et il met en place ce système. Et puis de l'autre côté, il déplore les effets et le fait que cette oligarchie se met en place avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire, on essaye d'aller à droite et on essaye d'aller à gauche en même temps. On essaye d'aller en haut, on essaye d'aller en bas en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on va voir ce qu'il disait par rapport justement à ces déclarations de presse. Et quand je vois dans ce contexte de nombreux journaux qui, je pense, viennent de pays qui partagent nos valeurs, bah, visiblement pas, ou en tout cas qui voudraient les casser, qui écrivent dans un pays qui est l'enfant naturel des Lumières et de la Révolution française, donc la République française, et qui légitime ces violences. Là, on parlait de la décapitation de Samuel Paty. Il dit bien qu'il légitime ces violences. Bon, ça va loin quand même. Hein, le New York Times et tous ces gens si bien intentionnés qui disent que le cœur du problème, c'est la France. C'est-à-dire, c'est pas les islamistes le problème, c'est la France. Parce qu'il paraît qu'on serait raciste et islamophobe. Et là, il dit, je dis, les fondamentaux sont perdus. Bah, c'est clair que les fondamentaux sont perdus. Et là, je dis, t'es schizophrène, Macron. Parce que d'un côté, tu veux nous mettre en place cette politique néolibérale, et on le voit par exemple avec la sécurité sociale qu'ils sont en train de détruire. Et d'un autre côté, tu te plains des conséquences de ce que tu es en train de faire. Faut savoir, mon vieux. Mais c'est pas simplement un problème de lui, hein. C'est un problème de cette politique qui n'est pas menable. Ou alors il faut détruire tous les pays, hein, éradiquer tous les pays et faire un gouvernement mondial. Le projet de Jacques Attali. Mais sur quel principe? Donc,
la France, c'est vraiment important, et c'est là qu'il faut revenir aux fondamentaux. La France doit redevenir le porte-étendard de la laïcité, voire la dépasser, parce que moi je pense que la laïcité, comme principe, est insuffisant pour lutter contre l'islam. Il y a des principes à l'intérieur qui font que la laïcité, l'égalité des cultes, etc., ne suffisent pas à nous protéger, puisque jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que la laïcité, elle est attaquée, et on n'arrive pas à la légitimer. Voire donc les dépasser au nom de principes encore plus forts que la laïcité. C'est-à-dire que c'est le principe de la liberté. Je rappelle que le principe de la liberté cité par Simone Veil, c'est la liberté des personnes. C'est-à-dire, c'est la liberté de ne pas être un esclave, de ne pas être un serf, donc de ne pas être sous le joug d'un monarque. C'est ça la liberté. Et c'est pour ça qu'elle distingue la liberté de la liberté d'expression, qui est un autre besoin de l'âme, qui est la liberté de pouvoir s'exprimer, parler et dire ce que l'on veut, et acter en politique, etc. C'est très important ces deux choses-là. Et donc dépasser la laïcité, je pense que c'est justement ce que porte la 6ème République. C'est vraiment très exactement ça, parce qu'on s'appuie justement sur des principes encore plus forts que la laïcité. Laïcité qui est déjà dans la Constitution, mais si on s'appuie sur la liberté et la liberté d'expression, qui va être contre? Qui peut être contre la liberté, c'est-à-dire la fin de l'esclavage, et la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de dire ce qu'on veut? C'est des principes bien plus forts. Et rien qu'au nom de ces principes-là, plus forts, eh bien, on peut lutter beaucoup plus efficacement, et c'est bien le but, un des buts de cette 6ème République, c'est de lutter très très efficacement, de façon incontestable. Mais non seulement en France, et c'est ça les nouvelles lumières justement, c'est de porter cette liberté, cette libération, au-delà des frontières de la France, et de porter une libération, mais y compris dans des pays qui sont islamisés. Moi je vois, enfin j'ai pas encore eu le temps de le mettre, ce poème d'un poète syrien qui est mort il n'y a pas très longtemps, dont un présentateur irakien a lu à la télévision irakienne, au journal télévisé. C'est extraordinaire. Enfin, je le lirai, ça vaut vraiment la peine, rechercher peut-être sur Internet. C'est extraordinaire. Des gens dans ces pays-là, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de ce souffle de liberté, ils ont besoin de ces nouvelles lumières. Bien, nous en avons besoin ici, le monde en a besoin. Pour ça, nous avons 6 mois. 6 mois pour échapper à la barbarie. Si on bascule, la France sera vraiment en danger. Je ne vois pas comment on va s'en sortir facilement. Je ne crois pas. 6 mois. 6 mois. Mettez-vous ça dans la tête. Au mois de juin, si un PCCR ne s'est pas développé et ne devient pas une lame de fond, ça va être très difficile. Voilà. Donc j'en ai fini sur cette partie-là. Je pense que c'est pas forcément si ça semblait bien évident au départ, mais je pense que vous comprenez maintenant quel est vraiment le problème. Bon, hommage à des victimes des barbaries. Bien de nouveau, Samuel Paty, le pauvre. Nous allons voir de quelle manière il a été souillé. L'assassin de Samuel Paty a été inhumé le 6 décembre à Chalazi, en Tchétchénie. Il a été enterré en héros au cri de Allah Akbar, scandé par les personnes du cortège funèbre. Les habitants de cette localité ont même poussé l'abjection jusqu'à renommer une rue du nom du terroriste. Bolène, le 9 décembre, en France donc, dans le Vaucluse. 2 policiers municipaux ont maîtrisé un homme de 20 ans, alors qu'il tentait de défoncer la porte d'entrée d'un habitant. Lors de cette intervention, il a blessé au couteau l'un des agents de police municipale, en criant, lui aussi, Allah Akbar.
Heureusement, la personne n'a été que blessée. Enfin, nous arrivons au terme de cette chronique. Je le répète, passez à l'initiative, inscrivez-vous sur le site Une perspective la 6ème République, 1p6r.org, lisez le manifeste émergence, c'est facile à lire, diffusez-le autour de vous, popularisez, nous avons 6 mois. Mercredi de l'espoir, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, donc ça sera le 16 décembre. Donc je pense que ça sera la dernière semaine pour cette saison. On verra. Nous allons continuer la série Quelle 6ème République. Là, la semaine écoulée, nous avons donné un certain nombre de définitions, nation, république, éthique, morale, etc. Là, à la demande des gens sur le groupe Facebook, on répond à d'autres questions et déjà comment fonctionne la 5ème République pour expliquer un petit peu comment fonctionne la 5ème République qui a été fondée par et pour le général de Gaulle. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis j'espère vous avoir convaincu. Mais si vous regardez déjà cette vidéo, vous l'êtes sans doute déjà qu'il faut se mobiliser, qu'il est plus que temps et que après malheureusement il risque bien d'être trop tard. Bonne soirée, bon week-end, au revoir.